Seul celui qui se connaît et sait communiquer peut constituer une équipe de collaborateurs. Chacun son expérience. C'est pas simple de constituer vos équipes. Même quand vous avez le pouvoir, même quand l'entreprise en fait vous a donné tout le pouvoir, c'est pas simple. Même quand vous avez toutes les compétences avec vous, c'est pas simple. Pourquoi ce n'est pas simple? Parce que les personnes sont libres. Nous collaborons avec des personnes libres. Parfois on oublie. Parfois on peut penser que parce que c'est un salarié, parce qu'il a assujetti un contrat de travail, alors il est enclin à... C'est une blague. Et l'homme est fondamentalement libre. On ne peut pas lui enlever ça. Et c'est donc il faut en tenir compte, d'accord, et dans la communication qu'on doit faire pendant nos interactions, puis dans la collaboration avec les autres. Bon, j'ai déjà planté le décor. Identité, communication, construction. Donc, notre identité, qui sommes-nous? Qui suis-je? Dans le point de départ, on a déjà vu sur les tempéraments. D'accord. On va parler donc, ce sera un peu plus, je vais m'étendre davantage sur l'identité et le tempérament. Et le deuxième temps, ce sera la communication. D'accord. Et le troisième temps, qui est plutôt court, c'est quelques clés, quelques outils, d'accord, pour mieux collaborer avec les personnes, avec vos équipes en fait. Aussi bien lorsque vous êtes chef d'équipe que lorsque vous êtes dans une équipe. Si vous avez quelques clés de lecture, ça pourrait aider. Décidément, ça ne peut pas aller plus mal. Il semble que c'est l'approche des pessimistes. Un pessimiste, il est toujours en train justement de... Les zones grises sont les zones noires. Il y a des gens comme ça autour de nous. Et parfois même nous-mêmes, on voit la partie la plus... Pourtant d'autres, plutôt c'est magnifique, c'est fantastique. Mais nous, pourtant, l'optimiste en général, en revanche, mais si, il se réjouit. Et surtout, c'est la fête du verre à moitié plein et du verre à moitié vide qui est assez expressif en général. Les pessimistes voient que le verre est à moitié vide. Donc les optimistes voient que le verre est à moitié plein. Moi, je vois qu'il reste assez de place pour la vodka. D'accord? L'idée, c'est quoi? Justement, c'est que par rapport à une situation donnée, les personnes que nous sommes réagissons bien des fois différemment. On réagit différemment quand bien même on a la même histoire, quand bien même on a la même éducation. Dans une famille, entre frères et sœurs, parfois ils nous allaient, mais je ne vais pas comprendre cette sœur à moi ou ce frère à moi, mais comment il peut voir les choses comme ça? Mais lui aussi, mais elle aussi, ça nous arrive tous les jours. Même en entreprise également, c'est pareil. Oh, mais lui on le connaît, lui, mais il ne faut pas qu'il parle. Ou elle-même, en fait, je savais. D'accord? Mais ce qu'il y a derrière cela, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Le tempérament, c'est notre réaction naturelle à certains stimuli. Le tempérament ne fait pas l'objet d'une qualification morale. Chacun de nous, les amis, dans cette salle-là, avons notre tempérament. On va décliner ça tout à l'heure. Il n'y a pas de bon tempérament. Il n'y a pas de mauvais tempérament. Ça, c'est un principe qu'il faut déjà enregistrer. Mais quand on va décliner, certains vont se sentir un peu gênés. Non. Il n'y en a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Tempérament, chacun vient avec le sien. C'est le don avec lequel on vient au monde. C'est une réaction naturelle, c'est la biologie.
c'est ma réaction au stimuli, le tempérament. Ça veut dire alors que c'est quelque chose d'inné. D'accord? Je vais le monde avec ça. Donc c'est la somme de mes préférences naturelles, c'est ma prédisposition à réagir d'une certaine manière face à telle situation. Il ne s'acquiert pas au contact de notre environnement. C'est-à-dire que le tempérament, ce n'est pas du construit. Non. Ce qu'on va construire, c'est notre caractère. D'accord? Mais c'est notre personnalité. D'accord? Mais ce qui est donné, ce qui nous est donné par la nature, ou par le Créateur, ou par tout ce qu'on voudra, ce avec quoi on rend dans le monde, d'accord? C'est le tempérament. D'accord? Donc ce n'est pas un traumatisme d'enfance ou un souvenir refoulé. Non. En un mot, c'est un phénomène naturel, il n'est pas culturel. C'est l'hérédite finalement. Mais vraiment, ça vient de loin. Hippocrate, le médecin, le connaissent. On va dire le père fondateur de la médecine moderne. D'accord? C'est déjà depuis lui que ça commence, les tempéraments. Il avait remarqué que les personnes, dans les mêmes circonstances, face aux mêmes événements, réagissaient différemment. C'est de là que ça a commencé. L'étude sur le tempérament. Donc, on a déjà vu, le tempérament, ce n'est pas la personnalité. La personnalité désigne l'ensemble des traits de caractère, des comportements, des émotions et des attitudes qui distinguent un individu des autres. Elle se forme au fil du temps, influencée par les facteurs génétiques, environnementaux, culturels, sociaux, ainsi de suite. La personnalité comprend des événements, des éléments comme l'introversion ou l'extraversion, la stabilité émotionnelle, l'ouverture d'esprit. En un mot pour faire simple, la personnalité, c'est tout ce qui va être surajouté après au tempérament avec lequel on se rencontre. Toutes nos expériences de vie, les expériences douloureuses, les expériences heureuses et tout ce qu'on va vivre après, les environnements dans lesquels on a vécu, le type d'éducation qu'on a reçu, tout ça, ça va construire une personnalité. D'accord? Après, d'ailleurs, les Grecs distinguaient ce qu'on appelle le tempérament du caractère. Parfois, il y a de la confusion. Ce que les Grecs appellent caractère, c'est quoi? Caractère, c'est le sceau. C'est le sceau qu'on a posé pour figer. D'accord? Comme les signatures et les sceaux. D'accord? On fige en fait. On trouvait que le tempérament peut n'être pas stable. Avec le caractère, on va stabiliser le tempérament. C'est pour ça que parfois, on a vu une certaine progression de nous-mêmes. Quand on était enfant, on réagissait d'une certaine manière, il y avait certaines choses. Donc, au fur et à mesure, avec l'éducation qu'on a reçue, avec la formation au fur et à mesure, avec les environnements, l'histoire de chacun, aujourd'hui, elle a donné, ça a forgé en nous, d'accord, une personnalité. Alors, le tempérament, qui n'est qu'un aspect de la personnalité d'un individu, c'est l'aspect lié à la réaction naturelle de l'individu. En clair, généralement, notre personnalité commence par un tempérament de base, lequel, par la suite, significativement affecté par l'environnement, l'éducation, les choix libres que nous faisons, ainsi de suite. D'accord? Le tempérament peut être considéré comme la matière première qu'un artiste utilise pour créer son chef-d'œuvre. D'accord? Vous êtes actuellement une œuvre de votre créateur. Même si votre créateur le fait avec vous. Pourquoi?
parce que vous êtes libre. Moi, je ne me suis pas fait moi-même. Vous, je ne sais pas. Mais moi, je ne me suis pas fait moi-même. Et si je m'étais fait moi-même, je me serais donné peut-être des oreilles pas très grandes en fait. D'accord. Mais toujours est-il qu'en fait, j'ai la liberté. Ça, c'est un don également, avec lequel je suis libre, et qui peut aussi m'aider à modeler également mon devenir tel que je le veux également. Donc, la pierre utilisée dans la sculpture peut s'avérer facile ou difficile à sculpter. D'accord? Et une œuvre, selon le type de pierre, ça peut être difficile ou facile à sculpter. Si la matière première est le tempérament, celui-ci doit être poli pour laisser transparaître la meilleure version de l'œuvre de l'artiste. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, devenir la meilleure version de soi-même. Il y a toutes sortes de définitions. Mais personnellement, moi, ce qui me frappe, ce que j'en retiens, c'est que la meilleure version de soi-même, en définitive, ça s'appelle la cohérence. La cohérence entre mes pensées, mon agir, et puis ce que je dis. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais doivent être alignés. Cet alignement-là me donnera la meilleure version de moi-même, qui n'est pas la meilleure version de vous-même, parce que vous aussi, selon vos valeurs, selon vos principes, selon vos idéaux, vous devez pouvoir retrouver cette meilleure version de vous-même. Et finalement, la meilleure version de soi, ce n'est pas tellement un objectif, un lieu en fait où on doit arriver. La meilleure version de soi-même se détermine pendant qu'on marche, pendant qu'on voyage, pendant qu'on vit. On doit construire cela. C'est cette cohérence-là de vie en fait. Ailleurs, on parlera d'unité de vie. D'accord? On doit construire. C'est ça la meilleure version de soi. De mon point de vue. Après, évidemment, chacun, bien sûr, a son approche. Alors, est-ce qu'on peut changer le tempérament selon vous? Après tout ce qu'on vient de dire. Oui ou non? Oui. Moi, je pense que non. Parce que de ce que j'ai compris, c'est un assez naturel. On est avec. Mais par contre, peut-être la personnalité, on peut la changer. Pour moi. Ok. Parce que la personnalité, elle peut évoluer. D'accord. Qui d'autre peut partager son expérience? Oui, parce qu'en fait, je suis devant vous aujourd'hui. En réalité, les experts, c'est vous. Oui. Je pense qu'on peut la modeler en fonction de notre vécu, de l'expérience qu'on a. On peut donner une direction, effectivement. Et c'est cette direction en fait que donne la personnalité. Ça dépend de la direction dans laquelle on va. On peut aller à bas bord ou à tribord, à gauche ou à droite. D'accord. Effectivement, on peut façonner le moelle sorti, ou même le mouler au fil du temps. On peut même apprendre en fait à agir de manière contraire à son tempérament. On peut l'apprendre. On peut l'apprendre. Et d'ordinaire, c'est bénéfique. Prenez un enfant qui est introverti. D'accord? C'est-à-dire le rapport aux autres le dérange un peu. D'accord? Le fait plutôt être à la maison, dans les jupons de moment, plutôt qu'être avec les enfants, les autres enfants et tout ça. Il est plutôt dérangé. Quand il est dans son coin, il est plutôt à l'aise. Pas le déranger aussi. Ok? Les parents disent, maman dit, ah, mais tiens, mais ça, c'est pas intéressant. Je veux que plus tard, puisque
fut une époque dans l'histoire où les modèles de la société, en fait, on va le voir après, c'était les mélancoliques, c'est-à-dire les créatifs, les imaginatifs. Or, aujourd'hui, on est dans une société où le modèle, en fait, c'est les colériques, les personnes d'action. C'est eux qu'on appelle les leaders. D'accord? Les personnes d'action, c'est des modèles qu'on voit que par époque, qu'on promeut. À notre époque, aujourd'hui, là, ceux qu'on considère comme des managers ou des leaders, en fait, au fond, en réalité, c'est un type de tempérament. D'accord? Ce qu'on appelle le tempérament colérique. C'est du colérisme qu'on cherche comme modèle. Donc la maman dit, ah mais tiens, mais mon fils, il est mélancolique, il est introverti. Non, ça je ne veux pas. Je veux que mon enfant soit grand. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle va faire alors? Le petit qui est timoré là, elle va l'inscrire au théâtre, mettons. Au théâtre, qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir de sa zone de confort. Au départ, il ne voudra pas. Il ne voudra pas, mais petit à petit, en étant confronté à l'adversité, d'accord, il va bouger. Il va bouger. Ce n'est pas en fait qu'il change de tempérament. Non. Il est toujours justement introverti. Non. Mais petit à petit, en fait, il va développer d'autres aptitudes qui vont l'aider. Donc, à le voir, on dira, tiens, ce gars-là, il n'est pas mélancolique. Non, il l'est. C'est notamment le cas de ce grand monsieur, Martin Luther King. King était un introverti. Mais au fur et à mesure, justement, qu'il se sentait appelé à devenir pasteur, donc à monter sur un pupitre, là, un endroit, il fallait aller aux gens. Bon, petit à petit, il fallait vaincre cela. Jusqu'au jour, les amis, où il fait le fameux I have a dream. C'est le comble. Il vend combien de personnes? Mais pour arriver là, il a fallu, comme une goutte chaque jour, travailler sur soi, et puis exploser. Donc ce qui n'était pas naturel pour lui, au fur et à mesure, on dit quoi? L'habitude devient une seconde nature. Donc par habitude, en fait, il va intégrer cela. C'est pour ça que le tempérament, ce n'est pas une malédiction. Non, c'est que moi je suis timide. Je lisais un truc qui m'a beaucoup plu il y a quelques jours là. C'est une dame qui parlait du réseautage. D'accord? Faire développer son réseau. Elle disait qu'elle entend beaucoup de fois dire qu'à développer son réseau, c'est plutôt réservé à des tempéraments, on va dire, extravertis. Donc si tu es introverti, tu peux développer ton réseau. Et en tout cas, elle, au regard de son expérience, là, c'est pas vrai. Parce qu'elle est introvertie. Mais qu'elle avait un réseau, mais pas possible. Et j'ai beaucoup apprécié. Elle dit en fait, pour développer son réseau, ce n'est pas se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais recevoir des autres. Non, mais c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Et quand vous êtes dans la dynamique de ce que je peux donner aux autres, votre introversion n'est pas un problème. Parce que vous avez quelque chose de précieux à donner aux autres. Et on va le voir dans l'introversion. Et une richesse folle. Donc, si j'ai tendance à être naturellement plutôt calme et enclin à la solitude, c'est tout ce que je viens de vous expliquer en fait. Alors, quels sont les enjeux à présent de la connaissance de soi? Selon vous, de la connaissance de son tempérament. Selon vous, quels sont les enjeux? Donc, quels peuvent être les enjeux? Se connaître son tempérament. Franck, tu sais s'ils ont fait le test de tempérament? Non, ils n'ont pas fait. On va voir tout le programme. Je vais donner des outils pour qu'ils puissent. Quels peuvent être les enjeux? On n'a pas encore vu les tempéraments, je sais. Pas encore d'accord. Et rapidement, d'abord le tempérament, ce n'est pas du déterminisme.
C'est-à-dire que votre tempérament ne vous détermine pas. Votre tempérament, on va dire, introverti, ne vous dit pas que toute votre vie durant, vous allez rester introverti. Parce qu'on l'a vu, vous pouvez en fait, par la prise de certaines habitudes, d'accord, peaufiner, mouler, d'accord, votre tempérament. Ce n'est pas un déterminisme, et lui ne peut être réduit à la somme de ses tempéraments. Parce que, comme on l'a revu dans les livres. Donc la connaissance du tempérament va aider à nous aider à opérer des changements en fait conscients. Quand je connais mon tempérament, ça m'aide. Et je vous assure, comment je connais mon tempérament, je suis devenu léger. Je vous assure, je suis devenu léger. Et quand j'ai fait plusieurs reprises de tests, je ne croyais pas. Au départ, même, je ne voulais pas. Vous savez, on ne veut pas se travail. Parce qu'on a ces idées qu'on se fait. D'accord? Mais la biologie, elle est telle, elle ne change pas, c'est elle. On dit les faits sont têtus. C'est celle. Au fur et à mesure. Voilà. Ça m'a. Franchement, les amis, connaître son tempérament, je trouve que c'est la première chose, c'est l'une des choses qu'on devait apprendre depuis le collège. Parce que de mon point de vue, ça détermine beaucoup de choses. Le tempérament peut être un levier clé en fait dans la communication avec les autres. Dans le choix du conjoint, par exemple. Dans les interactions avec le conjoint, avec les parents. Combien de fois des enfants n'ont pas été brimés par leur tempérament? Parce que les parents ne connaissent pas les tempéraments. La science des tempéraments. Combien d'enfants n'ont pas souffert? Parce qu'on veut que tel enfant ressemble à tel autre. On dit, mais elle est trop grande. Elle ne fait pas comme. Vous voyez, on a des modèles. Il ne fait pas comme. Il n'est pas comme. On veut qu'on joue des rôles. On n'a pas de rôle à jouer. On est nous-mêmes. Laissons-nous tels que nous sommes. Et il y a beaucoup de drames parfois. Parce que souvent les parents ne connaissent pas. Même dans les entreprises. Si certains managers connaissaient en fait aussi. C'est vrai que dans certaines multinationales ou certaines entreprises, les équipes en fait, on va les constituer sur la base des tempéraments. Enfin, il y a certaines tests de personnalité. Les personnes qui sont faites justement, c'est pour qu'il y ait plus de dynamisme en fait dans les équipes. C'est pour ça que bien des fois, le chef d'équipe, je ne dis pas dans l'absolu, mais bien des fois le chef d'équipe va tourner en général des colériques. Voilà. Parce que result oriented. On veut des résultats. On lui justement, c'est un baroudeur. Mais en fait, c'est à cause de son tempérament. Mais le fait d'être baroudeur, ça ne suffit pas à soi seul pour atteindre les résultats. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des personnes. Et des personnes libres. Et des personnes libres qu'on peut briser. Façon de se rendre compte. On peut être un grand manager, n'est-ce pas? Un grand administrateur, tout ce qu'on veut. On a fait 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, 40 ans de carrière. D'accord? On fait de grandes cérémonies. On décerne des prix. Mais comme de vie, on a brisé. Comme de personnes d'autres ont cassé les carrières. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvait pas qu'elles étaient performantes. Ce qui nous anime, c'est la performance. C'est les résultats d'entreprise. On brisait des vies des gens. Il y a des centaines de familles qu'on a détruites. On a assis sur une estrade, on nous encense. Des photos vraiment, le grand manager. Mais derrière nous, des vies détruites. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas les tempéraments. C'est dramatique. Bon, je force un peu les traits, j'ai aussi ce génie-là en fait. D'accord. Donc, accepter, comprendre et vraiment accueillir l'autre.
connaissance du tempérament simplement à comprendre la dynamique dans laquelle l'autre est, donc puis à marcher ensemble. D'accord? Pareil pour vos amis, même pour vos parents. Dieu fasse en sorte qu'après cette intervention-là, vous avez vraiment un regard nouveau, comme une sorte de troisième dimension en fait, du regard que vous portez sur les autres. Vous allez rentrer chez vous. Votre fiancé, votre épouse, vos amis, vos parents, vos collègues. Enfin, c'est des trésors. C'est des dons. Mais nous, on les regarde avec justement des moules. Des moules que nous avons nous-mêmes justement construits. Et qu'on veut qu'ils sentent. Sinon pas, c'est normal dans la société capitaliste. Donc c'est le réflexe de l'efficacité. Donc, les conjoints peuvent apprendre à mieux exprimer leur amour. Alors, dans ce domaine-là, c'est fabuleux. L'expression de l'amour. On n'accueille pas l'expression de l'amour de la même manière, parce qu'on a des tempéraments différents. Quand le déficit de communication résulte de la différence des tempéraments, on ne ressent pas l'amour d'un autre. Non, c'est que je suis arrivé, elle n'a pas fait ça. Non, c'est vrai, donc on a des interprétations. Des interprétations. Non. Les personnes sont des... La personne humaine, les amis, là, vous êtes assis là, vous êtes des trésors. Et chaque personne est un trésor. C'est fou. Donc, aider à trouver une source de motivation des équipes dans le milieu professionnel. Et c'est fondamental. On va le voir à la fin, quand je parlais de construire en fait des équipes, même si je ici un peu. Fondamentalement, le rôle du manager dans l'entreprise, c'est de faire grandir ses collaborateurs. C'est tout ce qu'il a à faire. Le manager, il regarde les résultats, c'est-à-dire les actions de ses collaborateurs. En fait, ce n'est pas ce qu'il doit les prendre. C'est vrai que lui, il a pour objectif, et lui, ça doit dire que l'entreprise lui a signé là, c'est les résultats. C'est ça, non? Mais lui, il ne doit pas regarder les résultats dans son mode opératoire. Ce qu'il doit regarder, c'est les personnes. Parce que si les personnes sont épanouies, il fera 1000% en fait. Il fera 1000%. Mais épanoui, on va voir quelles sont quelques clés de lecture, parce que c'est des personnes libres. On travaille avec des personnes libres. Et c'est important. Même la vie de prière, on ne prie pas de la même manière. Bien sûr, il y a des pratiques de piété, d'accord, selon les religions, d'accord. Il y a certains rites qu'il faut faire, mais au-delà du rite, le rapport personnel avec justement le Créateur, c'est différent pour chaque personne. Et cela, selon le tempérament. Donc, chaque tempérament a ses propres forces et ses faiblesses. Il faut en prendre conscience et puis les accepter, puis travailler à capitaliser selon ses forces et ses faiblesses-là. Bon, la matrice SWOT, en fait, qui est très connue, on peut aussi l'utiliser pour nous-mêmes. Notre première entreprise, c'est nous-mêmes. D'accord? Les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces et tout ça de notre personnalité à construire. Donc les parents découvrent que certains enfants, en raison de leur tempérament, ont une tendance naturelle à négliger les détails. C'est pas qu'il est malade, ou c'est pas qu'elle est malade, cette petite-là, ce petit-là. Or lui, non. C'est une expression de son tempérament. Donc, comment est-ce que j'en prends conscience? Comment est-ce que je l'accompagne? Parce qu'il faut construire, il faut réguler. Parce qu'on veut qu'il ait une certaine personnalité, donc on va l'aider.
lorsqu'on parle des tempéraments aux enfants, c'est très développé aux États-Unis. Il y a une bibliographie intéressante, mais c'est en anglais. Et bon, c'est assez volumineux. Bon, peut-être que les livres de Gianni, comme c'est en français, c'est plus synthétique, ça peut facilement aider. Donc, pour faire une bibliographie. Mais franchement, ce livre-là, c'est d'ailleurs une des bibliographies de Gianni lui-même qui a eu ça pour son système. C'est The Temperament God Gave You. Même si vous lancez sur Internet, vous allez trouver, peu importe ceux qui veulent acheter ça. C'est un couple, monsieur, madame, américain, qui, à partir des tempéraments, en fait, a systématisé la chose à travers leurs enfants et puis eux-mêmes. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont fait appel de leur famille à laboratoire, quel second ils ont appliqué la science des tempéraments et ça donne des choses fabuleuses. Donc, ce n'est pas de la fiction, non, c'est du concret, c'est de la science, de la biologie des tempéraments. Donc, aux États-Unis et partout, en fonction des couleurs, on enseigne aux enfants, puisque les noms colériques, mélancoliques, flegmatiques et tout ça, ça fait un peu. Donc, quand il y a les enfants, le colérique, c'est le rouge. Ce qui d'ordinaire le tempérament colérique, c'est une personne d'action. Le colérique, par nature, est orienté action. En fait, le colérique, c'est un entrepreneur né. C'est un entrepreneur né. C'est vrai que pour être entrepreneur, moi je prends surtout l'affaire parfois du bulldozer. Le bulldozer, les difficultés, les arts, machin, il ravage. Et pour être entrepreneur, il faut avoir parfois une bonne dose aussi de bulldozer en soi. Autrement, c'est pas évident. D'accord? Donc, le colérique, c'est ça, c'est une personne d'action. Il est déterminé, et on le voit parmi nous, les personnes qui sont nées comme ça. Parfois, on les a vus dans les salles de classe, et ils veulent les délégués, le chef, tout ce qui est commandement, ça leur parle. D'accord? Parce que voilà, on doit tendre vers l'action. L'action. Orienté action, orienté résultat. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la société capitaliste dans laquelle on est, on veut ces personnes-là. On les veut à la tête des équipes. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent bousculer. Parce qu'elles peuvent aider les entreprises à rentabiliser. Donc on a besoin d'elles. On les cherche. Donc c'est un gain. Et donc c'est intéressant. En fait, d'avoir un tempérament bien colérique. Quelqu'un me disait, je me collègue, c'est un peu colère, c'est quelqu'un. Même si bon, c'est pas tout très loin. D'accord? Donc c'est ça, le colérique. Bon, je n'ai pas de tableau, je vais faire court, je ne vais pas faire trop long. Le défi du colérique, justement, en plus on a vu, c'est une personne d'action, n'est-ce pas? Donc comme c'est une personne d'action, il va vite. Il va vite. Donc il est impatient. D'accord? Donc comme il est impatient, il peut avoir tendance à sauter les étapes. Ça veut dire quoi? Si un collaborateur ne va pas à son rythme, il va l'écarter. Il va l'écarter parce que pour lui, c'est le résultat. C'est l'action qui le détermine. Pas parce qu'il est méchant, mais il y a une inclination naturelle en fait qui le porte vers ça. C'est pour ça qu'il peut être dangereux s'il n'en prend pas lui-même conscience. S'il ne prend pas conscience de sa dynamique propre, le colérique peut être un danger. Bien sûr, il est efficace. Ne perdons pas ça de vue, il est efficace. D'accord? Il peut être un danger. Pourquoi? Parce qu'il peut briser d'autres. Il peut briser notamment une ou un flegmatique. On va voir après. Il peut déranger un mélancolique. J'ai
pas de. Bon, comme les tablettes qui sont. Avec un schéma, ça va être plus, mais c'est pas grave. Tu n'as pas de marqueur là. Oui, ici, on a. Voilà. On fait deux, trois choses. D'accord? Voilà le colérique, orientation. Alors, pour faire simple, je dirais que l'un des challenges du colérique, en fait, c'est la prudence. Le colérique, parfois, va manquer de prudence. C'est quoi la prudence? C'est la vertu de l'action. La vertu de poser de bonnes actions. Pour poser de bonnes actions, qu'est-ce qu'il faut lorsqu'on a croisé des chemins? Le principe de l'action bonne se décline en ceci. Pour poser une bonne action, il faut d'abord discerner. Le discernement, c'est-à-dire évaluer la situation. C'est ça, discerner. Il faut évaluer. Voir les pour, les contre, les moyens. Il faut évaluer. Il faut réfléchir, tout ça. D'accord. Ensuite, il faut décider. Il faut décider. Et puis, il faut agir. Évaluer, décider, agir. C'est les trois temps d'une action prudente. Le colérique, vous voyez, c'est lui le chef en général. Puis on va le mettre à la tête. Puisqu'il est result oriented. On le met à la tête. Il va gérer les équipes. Mais voilà en même temps quelqu'un qui a un bémol dans son système de fonctionnement. Parce qu'il va vite. Ça fait quoi? Ça fait que la délibération, soit il ne va pas la faire, soit il va passer vite. Délibérer, c'est parfois consulter des experts, demander des avis, attendre ceci, attendre cela. Et lui, il n'est pas dans l'attente. Il va te dire, écoute, tu vois, on a des résultats. C'est urgent, urgent. Le collègue vous parlera toujours d'urgence. C'est urgent. C'est urgent. Il va me faire perdre un gros marché. Vous voyez, il y a toujours de l'efficacité. Donc il va sauter ces étapes-là. Pourquoi est-ce qu'il va les sauter? Parce que biologiquement, ça le dérange. Il n'est pas patient. D'accord? Donc biologiquement, en fait, comme il n'est pas patient, il va mettre ça sous le coup de la performance. Il va vous envoyer un langage de performance. Puisque la performance, c'est le langage en fait du capitalisme aujourd'hui. Et en fait, c'est sa personnalité qu'il a du mal à accepter. Mais il ne le sait même pas. Tiens, bon, je connais beaucoup de grands qui ne savent même pas ces choses dont on ne fait pas le chemin. Mais c'est ça. Et c'est ça parfois le frein qu'il a. D'accord? Est-ce que si je ferme, je peux ramener? Si je ferme l'écran, tu peux. Nous espérons que ça marche. Voilà, super. Colérique, mélancolique, flegmatique, sanguin. C'est les quatre grands tempéraments. En fait, les cases dans lesquelles on nous met comme si on était au zoo. D'accord? Colérique, mélancolique, flegmatique, sanguin. D'accord? Donc lui, justement, on est en train de parler de lui. D'accord? Donc lui, il est orienté vers l'action. C'est pour ça que généralement, il a, c'est-à-dire tout le challenge en fait du colérique, c'est de travailler sur soi-même. D'accord? C'est de développer justement. Donc, on a dit, comme il est enclin à l'action, il peut manquer de délibération. D'accord? Il va passer rapidement à l'action. Donc, comme il n'a pas souvent délibéré en passant à l'action, évidemment on agit, et puis quelque temps on se rend compte qu'un métier, mais si c'est son
chrétien, mais c'est qu'au fond, en fait, il y a ça qu'on a pris en compte. Vous voyez? Et c'est après coup. On va maintenant évaluer, en évaluant, on se rend compte que finalement, la délibération n'a pas été bonne. Donc, si elle avait été bonne, il y a des surcoûts peut-être de production ou je ne sais pas quoi qu'on aurait évité en fait. D'accord? Donc lui, il passe à l'action, mais son vrai challenge en fait, c'est la délibération. Enfin, désolé, je vais mettre ton système à rude épreuve. Ça permet de tester ce qu'on doit travailler. D'accord? Dans l'action, délibération. Et en même temps aussi, c'est quelqu'un qui, ce qui est intéressant chez pas que tout ça soit mauvais, chez le colérique, c'est qu'il est conscient en fait de ses capacités. Il sait de quoi il est capable. Naturellement, c'est ancré en lui. Il sait. Donc comme il sait de quoi il est capable, en fait, il se valorise. Il n'a pas peur des défis des uns. Et comme il sait de quoi il est capable, en général, il manque d'humilité. Il y a une tendance à manquer d'humilité. Pourquoi? Parce que les autres, en fait, qui n'ont pas, eux, cette conscience de leur valeur, c'est le cas par exemple du flegmatique. Le flegmatique, il a une capacité folle, mais il n'en a pas toujours conscience. Il doute. Il doute de ses capacités. Pourtant, c'est une force de la nature. Mais il doute de ses capacités, le flegmatique. Donc quand le colérique est en face et avec un flegmatique dans son équipe, et celle-là. Non mais sérieux, attends. L'appelle la RH, mais écoute, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait dans mon équipe? J'ai pas besoin d'elle. Pourtant, ce que le colérique ne sait pas, en fait, c'est que l'une des forces du flegmatique, c'est que le flegmatique, en fait, il est dépassionné. C'est quelqu'un qui réfléchit à froid. Si vous lui soumettez un problème, le flegmatique, comme il est dépassionné, on va vous dire calmement comment régler la situation. C'est un pacifiste. Donc lui, il ne sait pas en fait que celui-là ou celle-là, c'est un trésor en fait. Mais alors que l'autre, en fait, l'a ralenti ou le ralentit dans son action. D'accord? Venons au mélancolique. Donc, on a dit que lui, il est enclin à l'action, le colérique. D'accord? Le mélancolique, il est plutôt enclin à la contemplation. Ça veut dire quoi? À la réflexion. Les mélancoliques, ce sont des créatifs. Ils sont ingénieux. C'est des génies en fait, en termes d'idées. Lui, il est dans l'idée. Si dans votre équipe, vous avez justement un mélancolique, vous aurez des idées géniales. Il va faire des apports, des contributions folles. Le colérique n'est pas dans l'idée. On fonce. Oui, ce que tu as dit là, c'est vrai, c'est comme. Mais on commence quand? Commence quand, Joe? C'est ça. Chap, chap. D'accord? Il est dans l'idée. Et c'est un créatif, c'est un imaginatif, c'est tout ce qu'on veut. Mais justement, parce qu'il est dans l'idée, parce qu'il est créatif, imaginatif, l'un de ses challenges, en fait, il a du mal à passer à l'action. Donc c'est la procrastination à longueur de journée, de semaine et de mois. Procrastination. C'est quelqu'un qui passe le temps à procrastiner. Il a des capacités. On a dit que c'est un génie. Des capacités.
plastique, c'est qu'il a tendance en fait à être mélancolique. Il a tendance à voir le verre à moitié vide. Biologiquement, c'est comme ça qu'il est. Il a tendance à toujours trouver les choses vraiment pas parfaites. C'est un perfectionniste. C'est un idéaliste. C'est ça. Comme il est perfectionniste, il reste dans l'idée. Pourquoi? Parce que passer à l'acte, ça va faire perdre en fait. L'action là, ça fait perdre la perfection de l'idée. Mais ce qu'il perd de vue en fait, c'est que tant qu'on ne passe pas à l'acte, on ne peut pas évaluer. On ne peut pas évaluer et éventuellement améliorer. C'est pour ça qu'il a du mal à être entrepreneur. Il peut être entrepreneur, en fait, ses idées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit en Côte d'Ivoire en général? On dit formez vos idées. Celui qui a des idées. L'entrepreneuriat, on pense aux idées. Et parmi les idéalistes, les mélancoliques, c'est de grands entrepreneurs. Donc les gens qui ont des idées là, ils sont nombreux dans ce pays. Il faut passer à l'acte. Donc le challenge en fait du mélancolique sera passer à l'action. Et un mélancolique, les amis, qui passe à l'action, il devient phénoménal. C'est parfois pour le cas de la prise de parole en public. La tendance naturelle d'un colérique, parler en public pour lui, c'est. Oui, puisque vous voyez, l'action, la foule, il n'a aucun problème avec ça. Surtout qu'il a conscience de ses capacités. Le mélancolique, en revanche, par rapport à la foule, par rapport au regard des autres, il a du mal. D'accord? Il va parfois être introverti, rester dans son coin. Il ne va pas aimer tout ce qui est fou, rester dans son coin. Et voilà. C'est que le mélancolique, s'il réussit à dépasser la résistance qu'il a en lui, pour être quelqu'un qui prend la parole en public, il devient phénoménal. Pourquoi? Il est plus phénoménal que le colérique dans la prise de parole, parce qu'il est créatif, parce qu'il est imaginatif. Ce que le colérique en fait n'est pas. Donc s'il arrive en fait à vaincre cela et ajouter à ce qu'il est naturellement, ses prises de parole sont plus impactantes que celles du colérique. Inversement, aussi un colérique également, c'est aussi à la patience, d'accord, à délibérer, à prendre conseil. Beaucoup de colériques n'aiment pas prendre conseil. Conseil, voilà. Bon, à la limite, s'il y a un procès, s'il y a un formalisme dans l'entreprise, bon, voilà, il suit ça, il passe à autre chose. Et le reste là, c'est tout ce qui est procédure, moi, c'est le jour. S'il faut en s'en plus, on s'en va. À la limite, bon, on va se conformer un peu, puisque bon, si tu ne suis pas le process, après, s'il y a des responsabilités, ça te tombe dessus. Tu payes cash. Tu vas se conformer, mais sinon. D'accord? Très bien. Le sanguin. Le sanguin, franchement, c'est quelqu'un qui aime les personnes. C'est pas que les autres n'aiment pas les personnes. Bon, le collègue en général, lui, il vous aime parce que vous êtes dans l'action avec lui. Autrement, il ne faut pas me déranger, on va ailleurs. Le mélancolique, lui, il préfère être dans son coin, puisque c'est un rêveur. C'est un idéaliste, c'est un contemplatif. Il préfère être, oui, il peut être avec les gens, machin, mais il préfère être dans son coin pour rêver et tout ça. Mais il faut les tirer de son rêve. Il peut faire beaucoup de bonnes choses. Alors, le sanguin, lui, c'est plutôt au contact avec les personnes. C'est des gens du marketing, du contact. Biologiquement, c'est le truc. Être avec les gens. Si vous laissez seul un sanguin, il déprime. On le retrouve beaucoup de fois dans le marketing. Les sanguins n'aiment pas le bureau. Non. Les corps de métier, où il faut être seul, assis derrière une table pendant des heures. C'est déprimant, les amis, pour un sanguin ou une sanguine. Mais tout ce qui est équipe, waouh! Elle respire, ou il respire. C'est le truc. Le contact humain. C'est ça. La place
le petit truc des sanguins. En fait, les sanguins aiment beaucoup les nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux enjeux. Ça le fascine. Il est dans la fascination constante. Fascination constante. Vous savez que si un mélancolique épouse une sanguine, par exemple, elle va le titiller. Elle va le titiller. Parce qu'elle aime les environnements, les écosystèmes où on est en contact avec les autres et tout. Oh, lui, Dieu, il va être dans son coin. Elle va le tirer. Elle va le tirer. Et pour la contenter petit à petit, ça peut. D'accord. Avant de dire, mais tiens, on comprend, mais comment le monsieur est calme, mais sa femme. Oui, la femme est calme, mais son mari. Oui, c'est l'attirance en fait des contraires. C'est la complémentarité en fait, qu'on observe souvent. D'accord. Et ça s'explique aussi par les tempéraments. Alors, mais lui, en fait, elle, la sanguine ou le sanguin, en fait, son principal challenge, justement, c'est l'endurance. L'endurance. Le sanguin est audacieux. Audacieux. Mais pas dans le temps. Il ou elle n'est pas endurant. Lorsque les choses commencent à devenir pesantes, lourdes, quand c'est la monotonie, le sanguin. Vous savez que beaucoup de sanguins ou de sanguines peuvent n'être pas enclins à la fidélité. Peuvent n'être pas enclins à la fidélité, aussi bien en entreprise que dans le couple. Parce que quand tout devient monotone, c'est qu'au début on était fiancés, c'était chic. Mais quand on était fiancés, c'est souvent le week-end qu'on se voyait, il y avait des plans. Oh! Ok. C'est marié. Non, c'est la vraie vie. D'accord? C'est la constance maintenant. C'est là, ça devient un peu déprimant pour le sanguin. C'est biologique. C'est pour ça qu'il faut le savoir et l'accompagner. Elle a besoin ou il a besoin justement d'être accompagné. De créer un écosystème qui le porte ou qui la porte. Autrement, vous risquez de le perdre ou de la perdre. Comme dans les équipes, parfois les techniciens et autres là, puis c'est que j'avais un manager par exemple qui, wow, quand il était là, c'était magnifique avec lui. Parce que lui, il avait compris que le sinon, la sanguine avait besoin de telle chose. D'une manière en fait de la gérer. Quand le manager est parti, que l'autre est venu, les démissions ont commencé. On dit, ah mais les démissions ont commencé, mais c'est... Biologie. Tempérament. Il n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Surtout plus. C'est ça. Donc il a besoin d'endurance, travailler l'endurance, la persévérance, la routine. Et avec ça, voilà, une chose que j'ai oublié, le mélancolique, c'est qu'il est rancunier. Ou elle est rancunière. Oui. Pourquoi le mélancolique est rancunier? En fait, il est dans l'idée, il n'oublie pas, il est perfectionniste. Il est idéaliste. Comme il est perfectionniste, il voit toujours la faille, tout de suite la faille. Et comme il a vu la faille, là où un collègue, il n'est jamais rancunier. C'est pas dans son truc. Lui, c'est l'action. Ça fait qu'en fait, justement, s'il devait être rancunier, ça allait être terrible parce que tout le monde lui en veut en fait. S'il devait monter sur le point que là, moi que le monde a bien fait les choses. Lui, en revanche, comme il est créatif, imaginatif, en fait, donc il conserve. D'accord? Donc, ça fait que lui, en général, ou elle en général, parmi ces personnes-là, il y en a de très fidèles. C'est des personnes qui prennent des coups que vous ne pouvez pas vous imaginer. Parmi les colériques, les colériques, pardon, hommes comme femmes, c'est des personnes qui prennent beaucoup de coups. Et qui peuvent supporter les coups. Mais jusqu'à un certain niveau. C'est que le jour où ils vous ont dit non, c'est terminé, tout le monde descend. C'est non. Pourquoi? Parce qu'ils sont délivrés de ça. C'est ça. Mettre beaucoup de coups, mais il faut savoir jusqu'où ne pas descendre davantage.
maintenant, enfin, le flegmatique. Le flegmatique. Simplement, disons que le flegmatique, on a parlé de la paix. Une personne pacifiste qui analyse les choses à froid, calmement. Parmi ces personnes, on trouve beaucoup de personnes enclines à tout ce qui est dynamique professionnelle, le règlement des conflits. Leur cœur de métier, c'est là, parce qu'ils s'y retrouvent et c'est des personnes qui ont du mal, on a tous du mal à travailler sous pression, mais la pression, ça leur pèse énormément. Parfois, la pression, en fait, c'est comme ça les tétanise pratiquement, ça n'a pas quoi faire en fait. Donc les autres peuvent réagir sous la pression, et puis parfois, perdent tous ses moyens, ou elle perd tous ses moyens. C'est un bon conseiller. C'est une bonne conseillère. Si vous avez une épouse flegmatique, magnifique. À froid, quand vous avez un problème dans vos familles, venez voilà, il y a ma cousine, elle vous écoute. Là, je pense que vous écoutez, ainsi de suite. C'est des personnes qui. Mais elles peuvent. C'est pour ça qu'elles ne sont pas conscientes de leur capacité, de leur valeur. Il faut les aider à rêver, à idéaliser. D'accord? Avec ça, ça les aide à. Donc il y en a deux tempéraments. D'accord? On a deux tempéraments. On peut être soit colérique, mélancolique, ou mélancolique, colérique. On peut être colérique, sanguin, ou sanguin, colérique. On peut être sanguin, flegmatique, ou flegmatique, sanguin. On peut être mélancolique, flegmatique, ou flegmatique, mélancolique. Mais on ne peut pas être. On ne peut pas être mélancolique, sanguin. Parce que je vous ai dit simplement que lui, il a tendance à la réclusion, à se retirer. Or, lui, il a tendance à aller vers les autres. C'est comme des oppositions en fait. Lui, il a tendance justement à être plutôt tranquille, pacifiste, s'écarter de tout ce qui est pression et autres. Or, lui, en fait, il jouit dans la pression. C'est son domaine de définition en fait. En fait, il est même générateur de pression. D'accord? Donc, c'est que le bon Dieu a tellement fait, il a tellement bien fait les choses. Et c'est une complémentarité innée. Et tout ça, et dans les équipes, c'est ça. Et les entreprises qui font les tests de personnalité pour recruter les gens, machin, tout ça, viennent de face à plus sur ça. Quand vous avez vos réponses là, eh bien, elles ont les résultats technologiques. Ça permet d'avoir une idée. Voilà. En fonction de ça, on voit, on dose le type de tempérament et puis voilà. Bien sûr, même si après, les personnes ont une personnalité qu'elles ont forgée, moulée et tout, mais le tempérament de base, là, c'est. En fait, comme c'est la base, c'est ce qui va déterminer beaucoup de choses. Bon, ayant dit cela, c'est un peu le. Je vais voir si j'ai quelque chose. Non, c'est bon, j'ai des Kleenex là. Juste nettoyer. Bon, comme ça durait un peu, ça a un peu de mal à partir. Je vais oublier peut-être quelque chose. Ok, laissez voir. Bon, sinon ça passe. Voilà donc trait pour les tempéraments. À présent,
Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est dans les rapports en fait avec les autres. Une chose intéressante à savoir, c'est dans les rapports communicationnels, l'expression que l'autre emploie produit un impact différent dans les personnes selon leur tempérament. C'est-à-dire que le tempérament va orienter la manière dont je comprends les choses et la manière dont je parle également. D'abord, le tempérament oriente souvent les mots que j'emploie. Selon mon tempérament, selon le vôtre, les mots qu'on emploie ne sont pas les mêmes parce que justement ça n'a pas la même portée sur nous, puisque nous sommes. Le colérique, on l'a vu, tout ce qui est pouvoir, contrôle, maîtrise des choses, audace, c'est des éléments de langage qui lui parlent. Si vous êtes dans un entretien d'embauche, vous avez un colérique là, vous pouvez le manipuler en lui laissant entendre les mots pouvoir, contrôle, maîtrise des choses, audace. Et ça marche, les amis. Parce que vous lui parlez, vous touchez à son intime. Pareil pour le mélancolique, comme il est porté à l'idée, à la réflexion, voyez, donc si vous menez, quand vous parlez, vous menez, on vous sent vraiment réfléchir, quelqu'un de posé, voilà des images. Attendez, celle-là, ou celui-là, il me le faut dans mon équipe. Voilà quelqu'un qui réfléchit. Lui, ça lui parle. Et ainsi de suite. Aussi des mots qu'on veut entendre. C'est très petit, voyez pas. Donc le colorique est porté par l'expression de loyauté, pouvoir, on a dit, sens du contrôle, laboriosité dans le travail. Donc, simplement, c'est un bosseur. Dans ce que vous dites, dans votre récit, on sent que vous êtes un bosseur. Quand l'idée du bosseur frappe à sa tête, pour lui ça va. Parce que lui, il veut des bosseurs, des bosseuses. Maintenant, on va finir avec ça. Faire grandir les autres. Cette partie-là, je ne la fais pas. Je disais à Franck que ceux de cette année auront un petit plus que les autres années dernières n'ont pas eu. D'accord? Et cette partie-là, c'est plutôt cool, cette partie. C'est en fait, j'ai plutôt réussi à. D'accord? Donc, se connaître, communiquer, et puis justement, construire, faire grandir. Et une expérience qu'on vit souvent, n'est-ce pas? J'ai aimé cette image-là, quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Un patron voit vos résultats. Il vous donne plus de travail. Un leader voit votre potentiel et vous donne l'opportunité de grandir. Souvent dans nos petites PME là, on recrute quelqu'un, c'est ça non? On l'a recruté, on dit des. On dit quoi? Il gère. On peut comprendre. Il y a des profils dans lesquels on met toutes sortes de tâches. Donne-moi un exemple. Assistant. Merci. Assistant de direction. Assistant de direction. Maintenant, assistant de direction. En fait, vous savez que le DG a vu. C'est qu'on a. C'est du fourre-tout finalement qu'on vous a mis sur le dos. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on se rend au fur et à mesure compte de ce que vous êtes performant. Vous êtes performant. Et nous qui sommes ici dans la salle, parfois ça nous arrive d'avoir des collaborateurs performants. Et quand il y a des choses, c'est-à-dire immédiatement c'est récompense. Mais ça, comme il est performant, il va produire des résultats. D'accord? Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on leur fait mettre un poids là-dessus qui est énorme. Donc la performance est souvent le premier signal visible dans une organisation, mais la manière dont elle est utilisée en dit long sur la qualité du management. Parfois on utilise mal la performance des gens. Les personnes performantes, on leur en donne davantage, on les écrase. En fait, on prépare les conditions à la fuite de l'entreprise. Pourquoi? C'est qu'on ne pense pas à elle. On pense en fait à nous, managers, à nos résultats. On ne les fait pas grandir. Parce que vous ne faites pas grandir quelqu'un, il ne vous fera pas grandir vous. Pourquoi? Parce que les gens sont libres. On a vu, c'est un principe. Dès le départ, on a insisté là-dessus. Les personnes sont libres. Ce n'est pas parce qu'elles ont compris un contrat de travail qu'elles sont assujetties à je ne sais pas quoi. Non. Elles sont libres. Donc les objectifs ou les résultats à atteindre, c'est d'abord une affaire d'identité personnelle. C'est en développant les talents, en structurant les responsabilités que l'on crée les conditions de la croissance collective. J'aime très bien cette citation-là du professeur Carlos Gano, un prof d'une business school là. Il dit, dans la direction des personnes, il faut être plutôt enclin à s'intéresser davantage à la personne qui fait les choses plutôt que par les choses que fait la personne. C'est un très beau jeu de mots que j'ai aimé. La personne qui fait les choses plutôt que les choses que cette personne a fait. Quand on dirait l'entreprise, on est plutôt intéressé à la performance. Donc au résultat, donc aux choses que la personne fait plutôt que la personne fait. Et si on veut construire, et c'est cela, c'est-à-dire, c'est tenir compte en fait des tempéraments des autres. Qui sont les autres? Il fait grandir également. Donc nous connaître nous-mêmes, mais connaître aussi les autres. Si on ne connaît pas les autres, en fait, on ne pourra pas se développer ensemble. Ce n'est pas possible. On va avoir tendance à alourdir leur charge, et celui qui sent sa charge alourdie, ben, s'il a l'opportunité, enfin, il va même créer l'opportunité en fait pour alléger sa charge. Et je me fais comprendre. Il y a quelques clés que je propose ici, c'est repartir des tâches par objectif. Ça, c'est très connu. Le management par objectif, c'est très connu ici. Tout le monde en parle. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? D'abord, expliquer. On travaille avec des personnes humaines, des personnes, vos collaborateurs. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer les choses. Bien sûr, il y a des surprises qu'on peut faire, mais les surprises qu'on fait, elles doivent être agréables. Une surprise désagréable, on l'explique toujours. Ce qu'on n'a pas expliqué, c'est les surprises désagréables. Pardon, les surprises agréables. Les agréables, il faut les expliquer. Expliquer, parler. Parler. Mais pas seulement en entreprise. Dans vos foyers. Parler. Donc, expliquer, c'est donner des raisons, des objectifs à atteindre et rechercher l'acceptation. Parce que c'est dans la dynamique, en fait, de l'obéissance. Il y a de l'obéissance dans l'entreprise. Les gens doivent obéir. Obéir, ce n'est pas que tu es mon fils ou tu es ma femme, tu dois m'obéir. Non. En entreprise aussi. Pour atteindre les résultats, les collaborateurs obéissent. Pourquoi? C'est des personnes libres. Elles doivent obéir pour qu'on atteigne ces résultats-là. Mais une personne pour qu'elle obéisse, en fait, elle doit comprendre. Nous tous ici, là, pour obéir aux choses, parce qu'on voit derrière, on essaie de voir derrière le bien fondé. C'est pareil pour nos collaborateurs. On doit expliquer les choses. Oui, la direction a décidé que. Je ne peux pas venir dire à mes collaborateurs que la direction a décidé. Du moins, je leur dis que, bien sûr, c'est la direction qui a décidé. Oui, mais quel est le bien fondé derrière? Je dois même réfléchir, en fait, à voir le bien fondé pour leur expliquer. Autrement, ils ne marcheront pas. Autrement, les résultats ne viendront pas. Tant qu'ils n'ont pas adhéré. Et ils ne peuvent pas adhérer s'ils ne comprennent pas. Il faut expliquer les choses aux collaborateurs. Ensuite, il faut motiver les personnes. Il faut les motiver parce que parfois, les projets sur une période, il y a des motivations. Il faut trouver le moyen de motiver, encourager, pousser, tout ça. Ça, c'est un levier important. De motiver.
Les motiver, c'est s'intéresser à elle. S'intéresser à elle. Pour savoir, je ne sais pas moi. Imaginez un collaborateur sur un dossier, un projet, machin, dont on apprend comme ça que, je ne sais pas moi, l'enfant, je ne sais pas quoi, son baptême, son anniversaire, je ne sais pas quoi. Pas seulement les questions de maladie ou de je ne sais pas quoi, non, des choses heureuses. Des choses heureuses. Un petit banal, un collaborateur dont l'enfant fait un baptême ou un anniversaire, tel jour on apprend comme ça, on n'a pas été invité. Mais on débarque à la maison avec des gâteaux. Mais cette joie-là, ce collaborateur, mais en fait, il vous savez, le débat va vite pratiquement. Et un geste banal, mais qui booste, et qui le motive à vivre pratiquement. Mon boss est venu chez moi. Ça c'est fini. Et les hommes, on a besoin de ça. Nous sommes des hommes, on a besoin de ça. D'accord, donc motiver. Et ensuite, un point important, c'est concéder la liberté d'action. C'est-à-dire, les collaborateurs avec lesquels on a, avec lesquels on travaille, si on veut créer vraiment des équipes, il faut leur donner la liberté d'action. Il ne faut pas tout ciseler jusqu'au bout. Les hommes ont besoin de leur fierté aussi. Donc les hommes, c'est aussi les femmes. Leur fierté, leur créativité. Il faut laisser la créativité s'exprimer. Et on a vu, en fonction du tempérament, on a la créativité. Laissons la créativité s'exprimer. Et ce n'est pas parce que quelqu'un, on sait qu'il a tel hard skills, donc voilà les compétences enfin qu'il sait, qu'on le connaît. On ne connaît pas les gens à partir de diplôme, ce n'est pas possible. Même si on a fait les mêmes formations, les mêmes universités, on ne connaît pas les personnes à partir de diplôme. Non. Chaque personne est un trésor. Vous ne savez pas ce qu'il faut créer. Donc, c'est de leur laisser liberté d'action. Pareil dans le ménage, dans le couple. D'accord. Ensuite, convenir des modalités de suivi et d'évaluation. Vous savez, dans l'entreprise, voilà comment on fait. Mais on peut échanger pour voir. Quels sont ce projet-là, comment est-ce qu'on va évaluer, comment est-ce que c'est. Et les gens se sentent dans un milieu très intéressant. En fait, ils s'approprient. Oui, parce qu'ils sentent que c'est leur personnalité et ça les développe, ça les fait grandir. Puis, et finalement, c'est ça. Dans l'interaction des personnes, il faut être plutôt enclin à s'intéresser davantage à la personne qui fait les choses plutôt que les choses que fait la personne. Voilà les amis, pour ce matin. Désolé, j'ai été un peu long. Donc, tu es exactement dans le timing. Parce qu'on a commencé un peu de retard. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vraiment, saisissez l'opportunité de temps. Ou jamais. Merci. Comment ce brillant exposé sur l'intéressant ce soir. Alors, moi, je voulais poser une question sur le monde avait bien expliqué le premier tempérament lié au colérique, au phlegmatique, au sanguin et au. Colérique, phlegmatique, mélancolique, sanguin. Ouais, Mélancolique. Alors, la question que je pose, par exemple, d'abord, c'est à deux volets. En tant que manager, qui a un de ces tempéraments, donc il a une équipe qui gère, mais pas forcément le même tempérament. Quelle doit être l'attitude de ce manager, par exemple, qui est colérique, donc il se retrouve dans une équipe, à la force des choses, où il a des sanguins, des mélancoliques, des phlegmatiques. Comment il doit pouvoir réadapter son management par rapport à cette personne? Ça, c'est le manager. Ensuite, le collaborateur, qui est un manager colérique, mais qui n'a pas le même tempérament que le manager colérique, qui est soit mélancolique, qui est sanguin. Comment lui, il doit pouvoir s'adapter, n'est-ce pas, aux
tempérament de ce manager? Ou comment, quels sont les comment c'est? Non, merci pour la question très intéressante. Le fait est que c'est des situations qu'on vit depuis le lycée. En fait, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui là, c'est notre vie. On le fait depuis le lycée, depuis l'université, la fac, les grandes écoles, on vient notre cursus. Même depuis janvier, le mois de janvier aujourd'hui, dans les interactions que vous avez là, c'est ce qu'on fait tous les jours. Seulement, ce que l'intervention de ce matin ajoute, c'est quoi? C'est que le voile en fait tombe. D'accord? On comprend ce qui est derrière les choses. Et ça, c'est fabuleux. Donc, je dirais, on pourrait dire qu'il y a maintenant un avant et un après, à partir de la séance vous concernant, par exemple, la séance d'aujourd'hui. Bien sûr, si les collaborateurs, le manager et tout, connaissent leur tempérament, c'est plus intéressant. Et l'enjeu se saisit tout de suite là. D'accord? Mais d'ordinaire, très peu de personnes connaissent ce qu'on vient de voir. Très peu de personnes savent ça. Ça suggère maintenant qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qu'il faut que vous devez construire. Alors vous devez construire ça comment? Les choses s'observent en général. On sait comment les gens sont. D'accord? D'ordinaire, on sait, même si on ne peut pas les nommer en termes de coloris, mélancolie, phlegmatique, les collaborateurs, là, on sait. Même quand je décrivais les cas dans nos esprits, on se dit, ah mais tiens, d'accord? D'accord? Bon, même si il ne faut pas mettre les gens tout de suite dans les cases, d'accord? Mais déjà, on en a une idée. D'accord? Donc, l'enjeu fondamental, c'est comment collaborer au mieux. Le tempérament, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Vous pouvez même faire collaborer, mettons, 4 colériques ensemble. Hein. Mais. Oui, mais vous voyez, mais si parmi ces colériques-là, il y a quelques-uns qui ont développé une certaine manière d'être et de faire, vous voyez, qui sont quand même une personnalité au fur et à mesure qui s'est construite, et que l'interaction sera différente. Ce ne sera pas celle rigide, telle qu'on vient de le voir, d'accord? Mais on comprendra que, bon, en fait, on se connaît. Donc, bon, moi, je préfère mes taire, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on fonctionne tous, en fait. Donc, je préfère même, quand on découvre la science des tempéraments, franchement, je vous ai dit, la vie devient légère. Il y a des choses qui ne nous surprennent plus. D'accord? On sait qu'on a pu choquer, ou même on nous a choqué, on comprend. Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est ok, d'améliorer. Dorénavant, plus je comprends, c'est de voir. Donc, si je suis colérique, ce que je veux faire, c'est de travailler davantage sur les 3 points dont on a parlé là. D'accord? C'est la délibération, d'accord? La décision et puis l'action. Donc, essayez de demander conseil. Même si ce n'est pas parce que je décide ça, d'accord, que je prends la résolution que je le fais. Dieu seul sait combien de résolutions on a prises depuis décembre 2025. Et nous sommes en mai ou juin, bon, on dit encore, on est encore très loin. Mais pas grave, au moins on a ça, on a cette cartographie en tête, petit à petit. Et le premier enjeu fondamental, c'est franchement, ça nous libère. Ça nous libère. C'est vrai que c'est biologique. Et puis après, je dirais, peut-être petit à petit, améliorer notre formation personnelle. Peut-être que c'est le principal enjeu. Améliorer notre formation personnelle, lire la documentation, peut-être se former, et puis tirer aussi d'autres collaborateurs, d'autres personnes aussi à se former. Ça veut dire que si en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a des collaborateurs qui nous sommes formés et tout ça à la question, on a été sensibilisés à la question de tempérament, franchement, l'impact change. Je ne sais pas si je répondais à la question, mais c'est ce que je peux dire. Oui, oui. Merci en tout cas, merci pour ce parce que j'avoue que moi je ne connaissais pas cette terminologie. Mais j'avoue aussi qu'à un moment donné, je me suis posé la question, c'était quoi mon tempérament sans forcément mettre tout à fait. Et du temps à autre, j'essaie quand même de faire certains efforts
suis arrivé à la conclusion que, en fonction de l'environnement où je me retrouvais, je pouvais être une autre personne. C'est-à-dire, je prends l'exemple de. Vous avez vos masques? Voilà, c'est-à-dire, je prends l'exemple de la maison et puis dans le milieu professionnel. À la maison, j'ai envie de dire que je joue plus le rôle de pacifiste et tout. Je laisse d'autres personnes être dans le rôle de colérique. Au travail aussi, je peux porter une casquette ou parfois, dans certaines situations, je peux porter la casquette du colérique, c'est-à-dire quelqu'un qui peut aller franchement dans les mais parfois, lorsque mon patron est dans l'équipe, je prends plutôt la casquette du mélancolique, celui qui va plutôt être, je ne sais pas moi, de décider. Je me dis, est-ce que cette manière de faire là, est-ce que déjà je ne me mens pas moi-même? Et est-ce que c'est possible bien comment gérer ça? Oui, c'est intéressant. Vous me parlez là des rôles qu'on joue. En fait, on joue des rôles. Ça, c'est un rôle. Donc, les rôles qu'on joue, effectivement, on joue des rôles, selon les milieux et tout. Mais le jeu de rôle va s'expliquer par les finalités pour lesquelles on est là. D'accord? Si vous êtes dans une entreprise, vous parlez du boss qui est là. Le profil, ce que j'appelle rôle, c'est le profil que vous adoptiez, ou que vous adoriez, pardon, dans telle circonstance. Un collaborateur, il ne va pas s'afficher en premier si le boss est là. Donc je dirais que vos rôles, vous les jouez très bien. Mais peut-être qu'on peut parler véritablement de jeu de rôle que lorsqu'on sait qui on est. D'accord? Ce que je vous recommanderais, c'est peut-être de commencer par faire des tests. Je verrai cette semaine-là, j'enverrai le lien à fond à vous les envoyer. Faites le test de tempérament. Pour savoir d'où est-ce que vous partez. Qui vous êtes en termes de tempérament. Quel est votre tempérament? Mélancolique, flegmatique, colérique, mon chien, ainsi de suite. C'est bon de savoir. Je précise au passage que parfois le test pourrait être biaisé. Le test est souvent biaisé lorsqu'on le fait en pensant à la personne qu'on voudrait être. Essayez de répondre à des questions. Quand vous répondez aux questions, souvent, psychologiquement, c'est un effet psychologique. Il y a certaines questions auxquelles on va réfléchir 1000 fois avant de répondre. En faisant ça, ça peut biaiser les résultats et donner un profil, en fait, le profil qu'on idéalise implicitement sans le vouloir. D'accord? Mais c'est pas grave, on peut le faire 2 fois, 3 fois. Mais d'ordinaire, franchement, ça ne ment pas parce qu'on se connaît. Même si on ne met pas les noms scientifiques dessus, chacun sait biologiquement qui il est. Parfois, ça pourrait être un peu surprenant, on pourrait être surpris un peu, ça pourrait être un peu dérangeant, mais sinon, à partir de là, alors, on pourra savoir. Maintenant, les rôles, on joue tous des rôles. Et ça, c'est normal, c'est pas que vous montez à vous-même, selon votre question. Non, tous des rôles. À la maison, parfois, on ne sera pas simple, on ne sera pas avec des masques à la maison en général. On ne portera pas de masque. On sera tel qu'on est. Sauf s'il y a des facteurs qui peuvent conduire à porter des masques. Certains facteurs d'autorité qui vont faire que parfois on pourra porter des masques. Certains facteurs d'altérité, c'est-à-dire des gens qui peut-être ne sont pas de notre écosystème naturel là, vont faire qu'on va porter des masques. Si je suis peut-être devant ma belle-mère ou mon beau-père, je vais porter un masque. D'accord? Que je ne porterai pas si je suis en présence de mon père et de ma mère, peut-être. Ou de mes frères et sœurs, vous voyez? Mais ça, on est pratiquement comme ça en fait. Si je suis en entreprise, tu vois, moi c'est mes objectifs. Et le boss, je veux peut-être qu'il me voit d'une certaine manière. Et peut-être que j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc je vais porter un masque. La vie, on porte des masques en général. Mais le tout, c'est qu'on peut porter des masques. Mais de base, il faut se connaître soi-même. Pour savoir jusqu'où on est nous-mêmes. Pour savoir si on est en train finalement de se perdre en fait. Vous savez, le point de départ, c'est au point de se connaître. Et se connaître, c'est partie de son tempérament qui est un facteur biologique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Moi, il y a 2 questions. En fait, la première question, ça rejoint un peu la précédente. Oui. En fait,
Bon, moi en fait, j'ai déjà assisté à une séance où on a eu à présenter les tempéraments. C'est vrai que cette séance auquel je participe maintenant me donne encore plus d'informations. Mais la séance, lors des séances précédentes, et lorsque j'ai eu à même faire le test de Ah, vous l'avez fait, c'est très bien. C'est quoi votre tempérament? C'est pas indiscret. non sanguin. Vous êtes sanguin. Oui, c'est ce que Mais il y a deux normalement. Ça peut être en sanguin. fait, ça donnait, je pense que c'était sanguin. Soit vous êtes sanguin colérique. C'était sanguin colérique. Mais après, en fait, je me suis rendu compte qu'au fil des années, j'ai quand même eu à changer. Bon, c'est vrai que c'était sanguin colérique, mais j'ai quand même eu à changer de tempérament. Parce que quand j'étais encore dans les temps passés, dans les années en arrière, je me sentais en fait comme si je m'isolais. Voilà, je n'avais pas pour habitude de me mettre face aux gens. Mais au fil du temps, et à l'école aussi, tout ça, je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir plus de contact avec les autres. Donc après, en fait, je me demande, est-ce que c'était pas réellement ma vraie nature qui est en train de se présenter maintenant? Est-ce que ce que je voyais avant, c'était pas juste quelque chose qui était quelque chose en fait du passager? Donc c'est principalement ça. Savoir en fait si au fil des années, est-ce que le tempérament peut changer? Est-ce que c'est pas réellement la personnalité qui se montre? Est-ce que réellement le tempérament change? Et la seconde question, c'était... Peut-être la première question rapidement. Le tempérament, il ne change pas. C'est votre personnalité qui se développe au gré, en fait, si vous voulez, des habitudes que vous prenez et dans lesquelles vous vous plaisez. Vous allez développer, en fait, d'autres compétences, d'autres aptitudes qui vont surfer sur d'autres types de tempéraments. Mais votre tempérament, les deux, à question que ce soit colérique, vous avez dit quoi? Vous avez dit sanguin. Mais si vous me dites qu'au départ, vous vous isoliez, c'est ça? Justement. Et puis que maintenant, vous vous sentez plutôt, on va dire, sociable, on va dire ça comme ça, j'ai des doutes sur le sanguinisme. Ça ressemble plutôt à l'autre côté, c'est-à-dire mélancolique flegmatique. Parce qu'en fait, avant, comme je disais, en fait, je m'isolais, je m'approchais pas vraiment. Faisons le test. D'accord, pas de souci. À partir de là, on pourra mieux répondre à la première question. Deuxième question. La deuxième question, en fait, dessus j'ai pu noter, c'est qu'on ne peut pas être colérique et flegmatique. Ouais. Et on ne peut pas être sanguin et mélancolique. Non. Quand je prends peut-être le cas de quelqu'un qui est flegmatique, dessus j'ai pu noter, c'est quelqu'un qui aime la paix, qui n'aime pas la pression. Donc, est-ce à dire en fait que ce type de personnes-là, ils ne sont pas enclins à devenir en fait chef d'entreprise, ou du moins ils n'ont pas la possibilité de devenir en fait leader ou peut-être responsable de plusieurs personnes. Est-ce qu'ils devraient normalement juste se contenter en fonction de leur tempérament, de rester dans leur bulle, de ne pas en fait aspirer en fait à des postes élevés? C'est-à-dire je connais mon tempérament, je sais que je suis flegmatique, donc je sais que je n'ai pas les aptitudes pour me comporter comme quelqu'un qui est colérique. Donc ça dit que je reste dans ma bulle, je ne lis pas en fait les équipes, je reste là en fait à recevoir peut-être des ordres de celui qui est colérique et puis voilà, faire avancer peut-être le business de celui qui est colérique. C'est principalement ça. D'accord. Je marque quelque chose là. Vous dites ça. D'accord. D'abord, le tempérament n'est pas un déterminisme. Ça veut dire quoi? Comment vous comprenez ça? Ça dit ça ne détermine pas en fait la valeur ou du moins la société. C'est pas parce que je suis flegmatique, d'accord, que je ne peux pas être un manager. C'est pas parce que je suis mélancolique que je ne peux pas être manager. C'est pas parce que je suis sanguin que je ne peux pas être manager. C'est pas un tempérament. Le tempérament, c'est pas du déterminisme. C'est notre réaction à certains stimuli. C'est comment on réagit. C'est une inclination. Une inclination ne vous détermine pas. L'enfant qui naît et qui est enclin à être introverti. Introverti pourquoi? Parce qu'il est de tempérament mélancolique. Il va développer l'introversion. Ça ne veut pas dire que cet enfant-là ne peut pas être diriger 4 entreprises. Après, on a pris l'exemple de Martin Luther King, qui est mélancolique. On va dire, a priori, la prise de parole et tout, c'était compliqué. Mais après, qu'est-ce qu'il est devenu? Un grand orateur. D'accord? Donc, le tempérament ne vous détermine pas. Votre tempérament ne dit pas que
il y a des choses en fait auxquelles vous êtes figé, que votre vie est bloquée. Non. Le tempérament, c'est une réaction au stimuli. Mais la réaction au stimuli, ça veut dire quoi? C'est quelque chose que je ressens en moi. C'est parce que les autres voient. Ma réaction au stimuli, je peux la dépasser. Et je dois la dépasser. Pourquoi? Quel est le principe? Parce que je suis libre. Ma liberté peut me conduire en fait à me développer, à m'épanouir. Et cette façon, on n'a pas vu en fait. Comment je vais m'épanouir? C'est à travers les vertus. C'est les vertus qui vont m'aider en fait à déployer toute cette potentialité-là. Les vertus qui vont m'aider à faire en sorte que tout colérique que je suis, de tempérament, je pourrais après quelques années être une personne patiente. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des choses. J'ai fait des coups à des gens au départ, je ne m'en rendais pas compte. Au fur et à mesure, quand j'ai découvert ça, j'ai travaillé sur moi-même. Aujourd'hui, quand on parle de développement personnel, au fond, ce sont ces outils-là en fait, que les gens intègrent. On parle de la meilleure version de soi. En fait, tous ces mots-là, c'est du travail sur soi. Donc, travailler sur soi, en fait. Mais le tempérament, c'était un bon point de départ. Savoir qui je suis. Pourquoi? Parce que certains se sont enfermés dans leur tempérament. Certains ont pensé que comme ils étaient mélancoliques, en fait, eux, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ont aussi pensé peut-être que comme ils étaient peut-être colériques, en fait, il y a des choses, en fait, qu'ils ne peuvent pas faire. Je peux être colérique, je peux être un homme patient. Mais ça ne va pas de soi parce que j'ai pu travailler sur moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous parlais tout à l'heure du sanguin, d'accord, qui est en train, si vous voulez, à ne pas persévérer. D'accord? Oui, mais le sanguin, s'il travaille petit à petit cette aptitude, cette disposition-là, ça va mieux. D'accord? Mais le tout, justement, c'est que l'enjeu de cette présentation-là, c'est qu'on ne s'enferme pas dans sa disposition dite naturelle, dite biologique. On peut transformer cela. Ce n'est pas un obstacle. On peut améliorer. Et c'est là pour laquelle après, justement, on aura l'impression que une personne de tempérament tend dans la personne qu'elle est de notre tempérament. Pourquoi? Parce qu'elle a développé de telles habitudes, en fait, qu'on a l'impression en fait, qu'elle est devenue meilleure. Ce n'est plus le colérique qui mettait les autres sous pression. Voilà quelqu'un de colérique, en fait, qui est tellement agréable à vivre, en fait. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé son intériorité. Il s'est forgé. Ce n'est plus la flegmatique qui avait peur d'être sous pression dans une entreprise, dans son coin, elle a pris encaissé petit à petit, et à force d'apprendre à avoir confiance en elle-même, à mettre aujourd'hui, elle peut travailler avec tous les colériques que vous voulez, parce qu'elle a réussi en fait à rêver, à prendre conscience de son potentiel. C'est ça. Donc ce n'est pas du déterminisme. Tempérament. À preuve, pour la plupart d'entre nous ici, notre tempérament avec lequel on est né au contact primaire, aujourd'hui, on a travaillé même sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qui a fait qu'on a travaillé ça? Au gré des médications qu'on a reçues, dans les écosystèmes qu'on a baignés, dans les expériences qu'on a vécues, certaines expériences douloureuses, certaines prises de conscience ont fait qu'il y a des choses qu'on a travaillées dans notre personnalité. Aujourd'hui, c'est fabuleux. Je rappelle que c'est le point de départ en fait, et que c'est fondamental dans la communication. Parce que même si je suis un colérique qui aujourd'hui franchement est quelqu'un de patient, mais ma réaction naturelle, mon premier mouvement sera l'impatience. Non, sérieux. Mon mouvement sera l'impatience. Mais c'est pas vrai. Ok. D'accord, c'est ça. Ou si je suis peut-être mélancolique, peut-être que mon premier mouvement pour une prise de parole en public dans un événement, je serai un peu intimidé. Mais quand je prends petit à petit, après les quelques minutes, ouf, je me retrouve. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ne pas se dire, en fait, comme je sens ce truc alors, non, c'est bon de le savoir. Et puis de travailler, d'en prendre conscience et voir qu'en fait, on
On est un don pour l'humanité, c'est pour ça qu'on est au monde. Nous ne sommes pas venus au monde par hasard. Enfin, je dis à mes étudiants, je dis, messieurs, je faisais un cours de je leur disais, messieurs, dont les parents sont encore en vie, surtout votre mère, quand vous vous levez le matin, que vous vivez avec elle, il faut lui baisser les pieds. Scandale à la Grèce. Ils étaient surpris, tout est calme. Baisser les pieds. Je dis oui, parce que votre mère ne vous a pas avorté. Si elle avait fait, vous ne seriez pas là. Donc il y a environnement dans le bon année, ce que nos parents nous ont apporté. Et tout ça qui a forgé en fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que vous êtes en train de faire également dans vos familles, et ainsi de suite. En fait, on poursuit. C'est-à-dire, ce travail-là de formation, il a été fait mais de manière implicite. Aujourd'hui, ça de mettre un nom là-dessus. Et puis de continuer ce qu'on fait déjà. Franchement, la connaissance de soi par les tempéraments, comme je l'ai dit, je me répète encore, ça rend la vie légère. C'est bon? Mais très bien, c'est moi en retour qui vous remercie. Tranquille. Et puis, faisons André. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Et voilà, je suis là, tout à cause de moi. On ne change pas. Merci beaucoup. Donc, comme dit Alfred, en réalité, la question des tempéraments, c'est une question qu'on aborde lorsque on est en entreprise au niveau des formations de management. Parce qu'on a appelé à travailler beaucoup de personnes. Et lorsqu'on arrive à lire en fait à travers le comportement de nos collègues, leur tempérament, on arrive à comprendre certaines choses, puis on arrive aussi à être tolérant de certaines choses. C'est vrai qu'on a une première réaction, c'est une réaction qu'on a par défaut. Le travail, c'est corriger un peu les imperfections. Et je pense qu'Alfred l'a bien expliqué en donnant l'exemple par exemple du colérique qui ne délibère pas, qui veut passer à l'action. Et des fois on se casse la figure, ou bien on arrive à faire des choses mais à quel prix? Avec une équipe qui est détruite, avec des personnes qui sont frustrées, qui se sentent finalement comme des objets qui sont utilisés pour faire atteindre une finalité. Donc c'est une thématique qui est extrêmement profonde. Je pense qu'Alfred a dû le faire vite en 1h30, mais il y a beaucoup de richesses dedans. Et je veux vous partager le lien pour faire le test de tempérament. Ça peut également vous aider à vous orienter. En tout cas, encore une fois, c'est un plaisir. Moi, chaque fois que je fais cette masterclass, je réapprends à me connaître moi-même. Et puis, j'essaie de corriger. Il y a encore des choses qui doivent corriger. Mais, voilà. Donc, en général, à la fin, on fait une petite photo de famille avec le conférencier. Comme on a commencé en retard, on va rester sur place, on va partager de l'eau et tout, on va enchaîner en même temps avec la prochaine masterclass. Encore une fois, infiniment merci. Plaisir. On va se mettre ici au-dessous du tableau pour faire la photo. Si tu veux, en fait, l'émotion, étymologiquement, c'est émover. Émover, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est l'émotion. L'émotion, c'est ce que tu mets en mouvement. Ce que tu mets en mouvement, c'est quoi? C'est la peur, la colère, la tristesse. Nous entendons souvent dire qu'il ne faut pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. En fait, ce n'est pas vrai. Parce que toute décision qu'on prend, c'est sous le coup de l'émotion. Pourquoi? Parce qu'on est content. Parce qu'on est triste. Qui sont ceux qui nous ont pris des décisions parce qu'ils sont contents? On prend toujours parce qu'on est content. On prend toujours parce qu'on est meilleur, on est triste. Ou parce qu'il y a une émotion qui fait qu'on va réagir. C'est ce qui nous met en mouvement. Alors peut-être que c'est vrai que la dimension des émotions, c'est très riche. Et on pourrait peut-être aborder ça. On verra dans quelques cas. Mais parce que parler de tempérament, si on met les émotions dessus, et puis finir avec les vertus, qui sont les outils en fait pour gérer les émotions. Vous pouvez
Parce que quand on voit le colérique, on a l'impression que lui, il n'a pas d'émotion. Lui, tout ce qu'il veut, c'est son résultat. Tu es content, tu es pas content, tu es malade, il faut faire mon résultat. J'ai vu des choses, il a des émotions, juste ça. C'est bon pour Est-ce que tout le monde vote? Ouais, tout le Bon, monde. toi tu rentres pas, mais. Après, on switch. Ouais. ITC, suite, voilà, c'est bon. Attends, tu prends ma place. Ah ouais, c'est vrai. C'est bon. Ok les gars. Bon, au plaisir. Hein. LinkedIn. À bientôt. Oui. Adelo, merci, merci. Merci, merci. Non, merci. Adelo, merci, merci. Il est déjà parti.